Bonjour à tous. Avant de plonger dans l'une des histoires les plus troublantes jamais enregistrées dans l'histoire de l'Auvergne, j'ai une énorme curiosité. De quelle ville nous regardez-vous en ce moment? Laissez votre localisation dans les commentaires, car c'est incroyable de savoir comment ces histoires vous parviennent dans tous les coins de France et d'ailleurs. Et profitez-en pour vous abonner à la chaîne, parce que vous allez avoir besoin de beaucoup de souffle pour ce qui nous attend. Les volcans éteints de la chaîne des Puys cachent des secrets qui défient toute explication rationnelle. Entre les dômes de lave refroidis et les cratères millénaires, une tragédie s'est déroulée pendant l'hiver rigoureux de 1854, laissant des marques si profondes que les autorités du Second Empire ont fait l'impossible pour effacer toute trace de son existence. Ce qui est arrivé à la famille Rousseau pendant ces mois glacials de janvier serait systématiquement supprimé des registres préfectoraux, des archives départementales et de la mémoire collective de la région. Mais certaines vérités refusent obstinément de rester enterrées sous les cendres volcaniques. Nous parlons de Claude Rousseau, un prospère maître verrier qui était arrivé dans la région en 1845, venant de Nancy, avec une réputation établie dans l'art du cristal et une fortune considérable acquise grâce à ses innovations techniques. Avec lui, vinrent son épouse Adélaïde et son cousin Germain Lucien, un homme de haute stature au regard énigmatique qui provoquait un sentiment d'inquiétude inexplicable, même chez les habitants les plus aguerris du village. La famille acquit 900 hectares de terrain, dans une région isolée entre le Puy-de-Dôme et le Puy de Pariou, construisant une demeure imposante de style Renaissance qui contrastait étrangement avec l'architecture vernaculaire auvergnate. Pendant les 7 premières années, les Rousseau maintinrent des rapports courtois mais réservés avec la communauté locale. Claude se rendait au marché de Riom tous les mercredis pour ses affaires, toujours affable mais jamais familier. Adélaïde était rarement visible, se consacrant à l'aménagement d'un conservatoire botanique remarquable qui stupéfiait les rares visiteurs par sa collection d'espèces exotiques, certaines rapportées des colonies françaises d'Indochine et du Maghreb. Lucien, pour sa part, s'absentait fréquemment pour explorer les nombreuses grottes volcaniques qui criblent le massif, d'où il revenait avec des minéraux inhabituels et des formations géologiques qu'il analysait méthodiquement dans un atelier qu'il avait aménagé dans les caves de la propriété. L'atmosphère sereine qui entourait cette famille commença à se ternir à l'été 1853, lorsque plusieurs commerçants de la région observèrent des modifications troublantes dans les habitudes de Claude. Émile Bertrand, l'apothicaire de Volvic, consigna dans ses mémoires que le verrier se mit à commander des produits inattendus, de grandes quantités de chaux vives, d'alun, de soufre et de composés chimiques qui n'avaient aucune application évidente dans son métier. Ses vêtements, jadis d'une propreté méticuleuse, commencèrent à porter des traces de substances noirâtres qu'il était incapable d'expliquer de manière convaincante. Le plus alarmant résidait dans son regard, autrefois clair et direct. Il était devenu fuyant et semblait constamment fixé sur des points invisibles dans l'espace. Ces transformations s'accentuèrent considérablement lorsqu'en novembre de cette même année, Claude consulta le médecin cantonal, le docteur Victor Champollion, avec une demande pour le moins singulière. D'après les notes médicales retrouvées en 1923 dans les archives familiales du praticien, Claude sollicitait des renseignements sur les techniques de momification, prétendant développer un procédé révolutionnaire de conservation des matières organiques pour ses créations artistiques. Champollion, homme cultivé et perspicace, remarqua que les mains de Claude étaient agitées de tremblements incoercibles durant tout l'entretien et qu'il semblait éprouver de grandes difficultés à articuler clairement ses pensées. Le verrier évoquait à mots couverts des découvertes phénoménales réalisées par son cousin dans les profondeurs telluriques de leur domaine, faisant allusion à des révélations susceptibles de bouleverser les conceptions établies sur l'existence et le trépas. L'hiver particulièrement rigoureux de 1854 apporta avec lui une succession d'incidents qui allaient marquer définitivement l'histoire de cette région montagneuse. En janvier de cette année fatidique, un marchand ambulant du nom de Baptiste Mercier, qui avait coutume de faire étape chez les Rousseau lors de ses tournées commerciales, entre Clermont-Ferrand et Aurillac, parvint à la propriété par une soirée de tempête et découvrit un spectacle qui entrait ses nuits jusqu'à son dernier souffle. La table de la salle à manger était dressée pour le souper, garnie de mets à peine entamés et encore fumants. Des chandelles de cire d'abeille diffusaient leur lumière dorée dans les pièces, mais aucune présence humaine ne se manifestait dans cette vaste demeure. Le silence qui régnait
était d'une densité oppressante. Même les animaux de basse-cour demeuraient muets, comme s'ils avaient pressenti l'imminence d'une catastrophe indicible. Mercier témoigna plus tard devant les autorités judiciaires, dans une déposition conservée aux archives départementales du Puy-de-Dôme, qu'il avait interpellé les habitants pendant près de 2 heures sans recevoir la moindre réponse. Inquiet de cette absence inexpliquée, il se décida à explorer les étages supérieurs de la résidence où il fit une trouvaille qui le plongea dans un état de stupéfaction absolue. Dans le bureau personnel de Lucien, il découvrit les cloisons entièrement recouvertes de schémas complexes, tracés au fusain et à l'aide d'une matière brunâtre qu'il se refusa à identifier. Ces représentations figuraient des silhouettes humaines en cours de métamorphose, certaines défiant toute logique anatomique, d'autres si perturbantes que Mercier ne parvint jamais à les décrire précisément, même des décennies après cette nuit maudite. Le marchand ambulant abandonna précipitamment les lieux et mit 5 jours à rejoindre la gendarmerie de Riom, où il rapporta sa macabre découverte au brigadier-chef Alphonse Delacroix. Une expédition de recherche fut immédiatement constituée, comprenant 18 gendarmes et hommes d'armes qui se dirigèrent vers la propriété des Rousseau par une matinée brumeuse de février. Du groupe initial, seulement 13 membres regagnèrent leur foyer, et ceux-ci revinrent dans un état de traumatisme profond, plusieurs présentant des symptômes que la médecine de l'époque était incapable d'expliquer. Convulsions périodiques, mutisme temporaire et visions cauchemardesques qui persistèrent durant des mois entiers. Les 5 hommes qui ne revinrent jamais de cette mission étaient des figures respectées de la communauté. Le sergent Théodore Blanchard, vétéran des campagnes d'Algérie, Antoine Fournier, maréchal ferrant réputé, Gustave Leroy, négociant en bestiaux, Paul Dubois, instituteur du village, et Maxime Girard, garde forestier expérimenté. Leurs familles organisèrent des battues indépendantes qui durèrent des semaines, mais aucune trace ne fut jamais retrouvée. C'était comme si la montagne volcanique les avait littéralement absorbés dans ses entrailles. Les témoignages confidentiels des survivants de l'expédition, documents qui ne furent exhumés qu'en 1931 lors de travaux de rénovation du tribunal, brossaient un tableau effroyable de ce qu'ils avaient découvert sur le domaine Rousseau. Selon le témoignage d'Edmond Moreau, l'un des rescapés, la demeure présentait tous les signes d'un abandon soudain, sans toutefois porter la moindre trace de violence ou d'effraction. La découverte la plus stupéfiante fut effectuée dans les sous-sols de la bâtisse, où ils mirent au jour une porte dissimulée derrière des tonneaux de vin. Cette ouverture menait à une galerie creusée dans le basalte volcanique, qui s'enfonçait en spirale vers des profondeurs qui défient l'entendement géologique de cette formation montagneuse. 4 volontaires se proposèrent d'explorer ce boyau souterrain et descendirent munis de torches et de cordes de sûreté. Lorsqu'ils remontèrent, 3 heures plus tard, ils étaient méconnaissables, visages livides, pupilles dilatées, et ils se refusaient catégoriquement à révéler ce qu'ils avaient aperçu dans les tréfonds de la terre. Cette même nuit, sur ordre du brigadier-chef Delacroix, la galerie fut scellée à l'aide de blocs de pierre volcanique et de mortiers de chaux. Tous les participants prêtèrent serment de ne jamais évoquer cette découverte. Un pacte de silence qui ne serait rompu que des dizaines d'années plus tard par des hommes parvenus au soir de leur existence, lorsque le fardeau des secrets devint insupportable à porter. Et ici, je dois faire une pause pour vous demander quelque chose de très spécial. Je sais que des histoires comme celle-ci éveillent notre imagination d'une manière unique. Alors dites-moi, avez-vous déjà vécu une expérience inexplicable dans votre vie, une situation que vous n'arrivez toujours pas à comprendre complètement aujourd'hui? Partagez vos témoignages dans les commentaires, car je crois que nous avons tous au moins une histoire qui défie la logique rationnelle. Et bien sûr, si vous appréciez ce genre de contenu et souhaitez découvrir d'autres mystères similaires, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Maintenant, retournons à notre récit, car nous n'avons encore fait qu'effleurer les aspects les plus dérangeants de cette affaire. L'affaire prit des proportions encore plus dramatiques lorsqu'en mars 1854, le préfet du Puy-de-Dôme, M. Casimir de Montclerc, promulgua un arrêté d'une nature tout à fait exceptionnelle. La propriété Rousseau devait être expropriée d'urgence. Les bâtiments et toutes les dépendances devaient être rasés jusqu'aux fondations. Le terrain devait être déclaré impropre à toute occupation humaine. Et l'ensemble des registres administratifs concernant la famille Rousseau devaient être placés sous scellé ou détruits. Plus extraordinaire encore,
L'arrêté préfectoral, dont seuls des fragments subsistent dans une collection de documents découverts en 1967, lors de la démolition de l'ancienne préfecture, interdisait formellement toute mention des Rousseau dans les publications officielles ou la presse locale. Cet arrêté stipulait textuellement: dans l'intérêt de la sécurité publique et de la salubrité morale, toutes les affaires relatives aux anciens occupants de la propriété ci-dessus désignés doivent être effacées des archives publiques et de la mémoire collective. Toute contravention à cet arrêté sera passible d'amende ou d'emprisonnement. De telles mesures d'exception soulèvent des interrogations fondamentales. Quel événement pouvait bien justifier des dispositions si drastiques pour faire disparaître toute preuve? Quel secret épouvantable le domaine Rousseau abritait-il? À partir de ce moment, la piste documentaire se refroidit considérablement. Pendant près de 45 ans, le nom des Rousseau disparaît complètement de tous les registres officiels. Leur propriété demeura à l'abandon, cicatrice noircie dans le paysage volcanique que les habitants de la région évitaient instinctivement sans pouvoir expliquer pourquoi. Mais l'absence de preuves n'équivaut pas à l'absence de vérité. L'histoire des Rousseau continua de circuler en sourdine dans les murmures des veillées, dans les fragments de souvenirs transmis de génération en génération, dans les interstices des histoires officielles. En 1899, un folkloriste de l'université de Clermont-Ferrand, le professeur Anatole Beaumont, entreprit de rassembler les traditions orales des populations auvergnates. Parmi ces papiers, conservés dans les archives universitaires, figure la transcription d'un entretien avec un certain Julien Dufresne, alors âgé de 76 ans, qui avait servi comme garde champêtre dans la gendarmerie du Puy-de-Dôme en 1854. « J'étais encore bien jeune », témoigna Dufresne, à peine 22 ans quand cela s'est produit. Le brigadier-chef de la Croix m'avait laissé au poste quand ils sont partis pour la propriété Rousseau. Il disait qu'il fallait quelqu'un pour tenir le bureau, mais j'ai entendu des choses à leur retour, des choses qui n'étaient pas destinées à mes oreilles. Selon Dufresne, dans les semaines qui précédèrent leur disparition, Claude Rousseau s'était rendu plus fréquemment au village, paraissant de plus en plus agité à chaque visite. C'était un homme transformé, rapportait Fernand Cazot, l'ancien tenancier de l'auberge. Ses habits, jadis irréprochables, étaient froissés et tachés. Ses mains tremblaient si fort qu'il avait du mal à compter sa monnaie. Une fois, quand je lui ai demandé des nouvelles de sa famille, il m'a fixé comme s'il ne comprenait pas ma question. Lors de sa dernière apparition au village, seulement quelques jours avant la disparition de la famille, Claude aurait consulté le médecin local, le docteur Armand Leclerc. Ce qui se passa entre eux demeure largement mystérieux, car le praticien conserva le secret médical même des décennies plus tard. Cependant, dans une lettre personnelle adressée à un confrère de Lyon en 1879, Leclerc fit une allusion cryptique à cet incident. « En 40 années d'exercice médical, écrivait-il, je n'ai jamais rencontré un cas qui m'ait troublé aussi profondément que celui de CR. Ces symptômes échappaient à tout diagnostic conventionnel, mais ce n'étaient pas les manifestations physiques qui m'obsédaient, c'était plutôt la conviction absolue avec laquelle il parlait de la métamorphose de son cousin. Je lui conseillais de consulter un ecclésiastique, car l'affection me semblait relever davantage du spirituel que du médical. » Cette référence à la transformation de Lucien Rousseau trouve un écho troublant dans les récits oraux dispersés que le professeur Beaumont recueillit près de 4 décennies plus tard. Marie-Claire Bonnefoy, dont la grand-mère avait été l'une des rares visiteuses jamais accueillies au domaine Rousseau, partagea une histoire familiale particulièrement dérangeante. Selon Bonnefoy, son aïeul avait été invité à la propriété à l'automne 1853 pour aider Adélaïde Rousseau dans la préparation des conserves d'hiver. Grand-mère n'en a parlé qu'une seule fois, très tard dans sa vie, raconta Bonnefoy au professeur. Elle disait que la maison était magnifique, mais qu'elle dégageait une atmosphère oppressante. Les proportions des pièces semblaient bizarrement déformées, les ombres anormalement profondes. Adélaïde était aimable, mais elle bougeait comme une femme sous contrainte. Et puis il y avait le cousin Lucien. Grand-mère disait qu'il était resté à l'étage pendant toute sa visite, mais qu'elle l'entendait se déplacer. Pas comme un homme qui marche, précisait-elle, plutôt comme quelque chose de lourd qu'on traîne sur le plancher, d'un bout à l'autre de la pièce, sans arrêt. Bonnefoy poursuivit. Quand elle demandait des nouvelles de Lucien, Claude et Adélaïde changeaient immédiatement de sujet. En partant, grand-mère aperçut quelque chose à une fenêtre de l'étage. Un visage, pensa-t-elle, mais déformé d'une manière ou d'une autre. Elle disait qu'il l'observait
avec des yeux qui brillaient comme ceux d'un animal dans la pénombre. Cette nuit-là, elle rêva qu'elle était poursuivie à travers des pièces infinies d'une maison qui était plus vaste à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ce témoignage, bien que subjectif et filtré par plusieurs générations de transmission, trouve une confirmation inattendue dans un document découvert en 1971 lors de la démolition d'une ancienne pharmacie de Riom. Dissimulé dans une cloison, se trouvait un petit carnet relié en cuir qui semblait être le journal personnel de Lucien Rousseau. Ce carnet, maintenant détenu dans une collection privée et rarement accessible aux chercheurs, contiendrait des entrées s'étalant de 1848 à 1854. Les premières notations sont banales: transactions commerciales, observations météorologiques, réflexions personnelles occasionnelles. Mais à partir de la fin 1852, les entrées deviennent progressivement plus troublées et incohérentes. D'après les quelques universitaires qui ont pu examiner le journal, Lucien commença à consigner ce qu'il appelait les mutations. Il décrivait des réveils nocturnes où il découvrait que ses membres s'étaient allongés. Il évoquait une faim que rien ne pouvait apaiser. Il détaillait des calculs élaborés et des diagrammes qui ont résisté à toute interprétation. Dans sa dernière entrée, datée du 15 janvier 1854, quelques semaines seulement avant la disparition de la famille, Lucien écrivit « Claude sait. Je le vois dans ses yeux quand il m'apporte la nourriture. Il craint ce que je deviens. Adélaïde pleure derrière la porte, mais ils ne comprennent pas. Ce n'est pas une maladie, mais une élévation. La faim est un don. Grâce à elle, je peux entendre les murmures des anciens qui habitaient ces montagnes bien avant nous. Bientôt, je serai prêt à les rencontrer dans les profondeurs. Que devons-nous penser de tels délires? Lucien Rousseau souffrait-il d'une forme de détérioration mentale, d'une maladie physique affectant ses fonctions neurologiques, ou quelque chose de plus sinistre était-il à l'œuvre? La réponse pourrait résider en partie dans l'histoire particulière du terrain que les Rousseau avaient choisi pour leur propriété. Selon les archives des services géologiques de France, le domaine de 900 hectares avait été arpenté en 1835, mais était resté vacant pendant plus de 10 ans malgré la disponibilité de terres fertiles dans les environs. Le folklore local, préservé dans les collections du Centre culturel auvergnat, suggère que les populations gauloises évitaient cette vallée, la considérant comme un lieu où la frontière entre les mondes s'amenuisait. Un géomètre romain nommé Marcus Claudius Maximus, qui vécut parmi les tribus locales au IIe siècle, consigna dans ses notes de terrain une conversation avec un druide qui désignait la vallée sous le nom de Nemeton Mortuorum, le sanctuaire des morts. Le druide avertit que ceux qui dormaient dans la vallée verraient leurs rêves prendre forme physique et que certains rêves, une fois incarnés, ne pourraient jamais retourner au sommeil. On ignore si les Rousseau connaissaient ces légendes lorsqu'ils acquirent le domaine. Ce qui est documenté, c'est que pendant la construction de leur demeure entre 1845 et 1846, les ouvriers rencontrèrent des difficultés inhabituelles. Selon un compte-rendu paru dans la Gazette de Clermont-Ferrand du 23 juin 1846, les fondations originales durent être abandonnées après que les travailleurs eurent découvert ce qu'ils décrivirent comme des formations géologiques anomales qui rendaient le sol instable. Plus révélateur encore est une lettre du contremaître des travaux, Sylvain Dubois, à son employeur parisien, expliquant son départ précipité du chantier. « Je regrette de vous informer que je ne peux plus continuer la supervision de la construction Rousseau. Le site présente des défis qui dépassent mon expérience et je trouve l'atmosphère peu propice à un travail serein. Les hommes se plaignent de troubles du sommeil et de bruits étranges provenant du sous-sol. Hier, 3 ouvriers ont refusé de descendre dans les fondations, prétendant avoir vu quelque chose bouger dans l'obscurité. Je n'ai personnellement rien constaté d'anormal, mais je ne peux ignorer l'effet sur le moral. Je recommande que vous envoyiez un remplaçant qui pourrait aborder la tâche avec un regard neuf. » Claude Rousseau termina finalement la construction lui-même, aidé seulement par son cousin. Cette circonstance inhabituelle souleva des commentaires dans la communauté, mais fut attribuée au caractère réservé des Rousseau et à leur excentricité supposée. Pendant les premières années qui suivirent leur installation, la famille maintint une présence minimale mais normale dans la communauté. Claude effectuait ses voyages commerciaux vers Riom et Clermont-Ferrand. Lucien l'accompagnait parfois. Adélaïde Rousseau était rarement aperçue, mais entretenait une correspondance avec plusieurs sociétés charitables de Lyon et de Paris. Une lettre d'Adélaïde à l'Association philanthropique des Dames de Lyon, datée d'avril 1851 et conservée dans les archives de l'association,
offre l'un des rares aperçus directs de la vie familiale durant cette période. Notre demeure continue de prendre forme selon notre vision, bien que l'isolement pèse parfois lourdement. Claude m'assure qu'une fois les améliorations de la route achevées, nous recevrons plus fréquemment. Lucien s'est passionné pour les caractéristiques naturelles de notre propriété, particulièrement les formations rocheuses inhabituelles des bois occidentaux. Il passe de nombreuses heures là-bas, dessinant et prenant des mesures. Il parle d'écrire une monographie sur les particularités géologiques de l'Auvergne, bien que je ne sache pas si quelque chose en sortira. Ces enthousiasmes ont tendance à brûler intensément, mais brièvement. Cette lettre suggère une existence relativement normale, quoique quelque peu isolée, mais d'autres éléments indiquent que sous cette surface conventionnelle, quelque chose d'inhabituel se développait. En 1923, une enquête archéologique menée par l'Institut géologique de France fit une découverte curieuse dans la région où s'élevait autrefois la propriété Rousseau. Sous un surplomb rocheux approximativement à 2 km de l'ancien domaine, les chercheurs découvrirent un réseau de grottes qui présentait des preuves d'occupation humaine à la fois très anciennes et relativement récentes. Parmi les objets récupérés du système de grottes figurait une montre de gousset portant les initiales LR, gravées sur le boîtier. À l'intérieur se trouvait une photographie très abîmée par l'humidité, mais encore reconnaissable comme un portrait de famille. 3 personnages posaient avec raideur en tenue formelle. Un homme barbu, une femme au col montant et derrière eux, une silhouette plus grande dont le visage était flou, soit à cause des dommages subis par la photographie, soit par mouvement durant l'exposition. Le rapport archéologique rédigé par le docteur Guillaume Rousset décrit des découvertes supplémentaires qui ne furent pas incluses dans le résumé publié. Le système de grottes s'étend beaucoup plus profondément que ce qui est typique pour cette région. Le tunnel principal se ramifie en de nombreux passages plus petits, dont beaucoup montrent des signes d'agrandissement récents par des mains humaines. Les marques d'outils sur les parois indiquent une excavation systématique plutôt que des fouilles exploratoires. Dans la plus grande chambre, approximativement à 60 mètres sous la surface, nous avons découvert ce qui semble être un espace délibérément construit, une pièce grossièrement circulaire, avec un sol nivelé et des murs qui ont été lissés. Rousset continua. Au centre se dresse une table de pierre ou un autel d'approximativement 1 mètre de hauteur, portant des marques qui ne correspondent à aucune symbolique gauloise ou européenne connue. Le plus troublant était les artefacts trouvés autour de la structure. Instruments chirurgicaux de fabrication européenne, datant du milieu du XIXe siècle, contenant de verres similaires à ceux utilisés par les apothicaires de l'époque et plusieurs journaux contenant des notes et des diagrammes rédigés dans un code que nous n'avons jusqu'à présent pas réussi à déchiffrer. La présence de ces objets si profondément dans la terre, dans un lieu qui ne montre aucune preuve d'habitation, soulève de profondes questions sur leur finalité. L'expédition géologique catalogua ces découvertes, mais n'établit aucun lien avec la famille Rousseau depuis longtemps oubliée. En effet, en 1923, l'histoire avait été si efficacement effacée que les chercheurs n'auraient eu aucune raison d'établir une telle connexion. Les artefacts furent catalogués simplement comme objets de provenance inconnue, milieu XIXe siècle, et placés en stockage où ils demeurèrent sans remarque pendant des décennies. Ce ne fut qu'en 1963 que les fils du mystère Rousseau commencèrent à être reconnectés, et ceci par le canal le plus inattendu. Pendant la construction d'une nouvelle route à travers l'Auvergne, des ouvriers découvrirent des restes humains en excavant une colline approximativement à 25 km de l'ancienne propriété Rousseau. Les suppositions initiales qu'ils avaient découvert un site de sépulture gaulois furent révisées, quand l'examen médico-légal révéla que les restes étaient ceux de 3 hommes de race caucasienne, estimés être morts au milieu du XIXe siècle. Plus remarquable encore, les 3 squelettes montraient des signes de traitement post-mortem inhabituels. Selon le rapport du médecin légiste, des portions des os longs semblaient avoir été systématiquement entaillées avec un instrument tranchant, compatible avec le prélèvement de tissu. Plus troublant encore, les 3 crânes portaient des preuves de trépanation, des trous soigneusement percés à travers l'os. L'identité de ces hommes aurait pu rester un mystère si ce n'était la découverte d'un petit insigne en laiton parmi les restes. Bien que corrodé, un nettoyage minutieux révéla qu'il s'agissait d'un badge de gendarme du Puy-de-Dôme numéro 9, émis à Gustave Leroy en 1853.
Cette découverte incita l'historien François Delmas à commencer l'investigation du cas depuis longtemps oublié. Après des années de recherches méticuleuses, entravées à chaque tournant par des registres manquants, des documents scellés et les décès de quiconque assez âgé pour avoir une connaissance directe, Delmas publia ses découvertes dans une monographie de 1968 intitulée « L'incident Rousseau ». Effacement institutionnel d'un traumatisme historique en Auvergne. Le travail de Delmas, controversé et largement rejeté par les historiens académiques de l'époque, rassembla néanmoins les fils épars du mystère Rousseau en un récit cohérent, bien qu'incomplet. Il identifia les restes comme étant ceux des gendarmes disparus, le roi et ses 2 collègues. Il récupéra des fragments de l'arrêté préfectoral qui avait tenté d'effacer les Rousseau de l'histoire. Plus significativement, il localisa et interrogea Cécile Leclerc, la fille de 87 ans du docteur Armand Leclerc. Selon les notes de Delmas, Cécile avait trouvé parmi les affaires de son père une enveloppe scellée avec des instructions qu'elle ne devait pas l'ouvrir avant 50 ans après sa mort. À l'intérieur se trouvait un compte-rendu détaillé de la dernière visite de Claude Rousseau au cabinet de son père. « Claude Rousseau vint me voir dans un état d'agitation extrême », écrivit le docteur Leclerc. Sa condition physique était préoccupante. Perte de poids significative, pâleur, tremblement, mais son état mental était encore plus inquiétant. Il affirmait que son cousin Lucien avait subi une transformation qui défiait les lois naturelles. Selon le compte-rendu de Leclerc, Claude décrivit comment Lucien était devenu de plus en plus reclus au cours des mois précédents, refusant de quitter sa chambre au dernier étage de leur demeure. Il consommait d'énormes quantités de nourriture, mais continuait à dépérir physiquement. Il parlait de voix qui l'appelaient depuis les profondeurs de la terre. Claude confia qu'il avait commencé à craindre pour la sécurité de sa femme, continua Leclerc. Il rapportait l'avoir trouvée une nuit marchant en somnambule vers la chambre de Lucien. Quand il la réveilla, elle n'avait aucun souvenir d'avoir quitté son lit. À une autre occasion, il la découvrit dans la cave, creusant le sol de terre battue avec ses mains nues, là encore sans aucune mémoire de ses actions. Le plus troublant de tout, Claude prétendait avoir observé son cousin sur la propriété la nuit, se déplaçant d'une manière qu'il décrivait comme ni humaine ni animale, et semblant communiquer avec quelque chose d'invisible dans l'obscurité. L'évaluation du docteur Leclerc était que Claude Rousseau souffrait d'une psychose partagée, possiblement influencée par les conditions d'isolement de leur domaine. Il prescrivit du repos et suggéra que la famille envisage de retourner vers l'Est dans un environnement plus civilisé. « Je n'ai plus revu M. Rousseau », conclut Leclerc. « Quand la nouvelle de la disparition de la famille me parvint, je fournis les informations que je pouvais au brigadier-chef de la Croix. Je ne fus pas invité à rejoindre les recherches, ni informé de leur découverte. Plus tard, quand le préfet Monclerc émit son arrêté extraordinaire d'effacement de tous les registres concernant la famille Rousseau, je compris que quelque chose avait été découvert qui était jugé trop troublant pour la connaissance publique. J'ai respecté cette décision jusqu'à présent, mais alors que j'approche de la fin de ma vie, je me sens contraint de laisser ce témoignage aux générations futures. Ce que le compte-rendu de Leclerc n'explique pas, c'est pourquoi Claude Rousseau, manifestement troublé par l'état de son cousin, ne quitta pas simplement le domaine avec sa femme. Qu'est-ce qui les retenait là malgré une peur et une inquiétude croissantes? La réponse pourrait résider dans un autre document que Delmas découvrit durant ses recherches, une lettre d'Adélaïde Rousseau à sa sœur à Bordeaux, datée d'octobre 1853, quelques mois seulement avant la disparition de la famille. « Ma très chère Émilie, j'écris en hâte et d'une main tremblante. Je n'ose pas confier au papier toute l'étendue de notre situation par peur que cette lettre puisse tomber en de mauvaises mains, ou, pire encore, être interceptée par Lucien avant qu'elle ne quitte notre propriété. Qu'il suffise de dire que nous nous trouvons dans des circonstances de la plus haute gravité. Claude parle de retourner dans l'Est, mais je crains qu'il ne soit trop tard pour une solution si simple. Lucien ne le permettrait pas, et son influence sur Claude grandit de jour en jour. Ils partagent un lien de sang que je ne peux briser. Et il y a la question de ce qui gît en dessous, ce que Claude et Lucien ont découvert l'été dernier pendant leurs excavations. Je ne l'ai pas vu moi-même, mais son effet sur eux deux fut profond. Claude n'en parle qu'en murmure, et toujours avec une révérence étrange qui glace mon sang. La lettre continuait. « J'ai pris mes propres dispositions, bien que je ne sache pas si j'aurai l'opportunité de les mettre en œuvre. Dans le tiroir de mon secrétaire, j'ai laissé un compte-rendu complet de tout ce qui s'est passé ici depuis notre première arrivée. Si tu n'entends pas parler de moi avant Pâques,
Je t'implore de contacter les autorités de Riom et de les diriger vers ce document. Mais mets-les en garde très sévèrement sur ce qu'ils pourraient trouver. Ta sœur dévouée, Adélaïde. Cette lettre, que Delmas prétendait avoir trouvée parmi les effets personnels d'Émilie Rousseau, née Beaumont après sa mort en 1915, suggère une situation beaucoup plus complexe qu'un simple cas de détérioration mentale. Elle implique que les deux cousins Rousseau avaient découvert quelque chose sous leur propriété, quelque chose qui exerçait une puissante influence sur eux. La référence d'Adélaïde à un compte-rendu complet caché dans son secrétaire ajoute une autre couche au mystère. Aucun tel document ne fut jamais trouvé, ou s'il le fut, il fut supprimé avec tous les autres registres de la famille Rousseau. Le secrétaire lui-même pourrait avoir été détruit quand la propriété fut rasée sur ordre du préfet Moncler. La monographie de Delmas attira peu d'attention lors de sa publication. Les critiques académiques critiquèrent sa méthodologie et rejetèrent ses conclusions comme sensationnalistes. La Société historique locale de Clermont-Ferrand refusa de stocker le livre. En moins d'un an, l'éditeur avait pilonné les exemplaires invendus et Delmas lui-même, désillusionné, abandonna le monde académique pour une carrière dans le journalisme. Mais l'obscurité n'est pas l'oubli. Des exemplaires du travail de Delmas survécurent dans les bibliothèques universitaires et les collections privées. Et en 1972, la découverte d'une fosse commune dans une zone reculée de l'Auvergne ramena l'attention sur ses recherches. La fosse, découverte accidentellement par une équipe d'arpentage forestier, contenait les restes d'au moins 9 individus. L'analyse médico-légale indiqua qu'ils étaient morts au milieu du XIXe siècle. Comme les restes des gendarmes découverts plus tôt, ces squelettes montrèrent des signes de traitement post-mortem inhabituels. Os entaillés, crâne trépané. Mais il y avait plus. Le positionnement des restes suggérait qu'ils avaient été disposés selon un motif délibéré. Le docteur Henri Moreau, l'anthropologue qui examina le site, nota dans son rapport « Les restes étaient disposés selon un motif grossièrement circulaire, avec tous les crânes orientés vers le centre. Au point central était placé un objet de pierre de forme vaguement cylindrique, d'approximativement 20 cm de hauteur et 10 cm de diamètre. L'objet porte des marques qui ne correspondent à aucune symbolique gauloise ou européenne connue. Le cylindre de pierre fut photographié et mesuré avant d'être transféré au Louvre pour analyse plus poussée. Avant qu'il puisse être correctement examiné, cependant, l'objet disparut de l'installation de stockage sécurisée où il avait été placé. Une enquête interne conclut qu'il avait été égaré pendant le catalogage, mais aucun registre de son emplacement actuel n'a jamais été trouvé. L'identité des individus dans la fosse commune n'a jamais été établie de manière concluante. Les registres dentaires étaient inexistants pour cette période, et l'analyse ADN était encore des décennies dans le futur. Mais les preuves circonstancielles, la localisation, la période, le traitement inhabituel des restes ont amené certains chercheurs à connecter cette découverte au mystère Rousseau. Ces restes pourraient-ils être ceux de la famille Rousseau et d'autres qui rencontrèrent quelle que soit l'horreur qui les frappa? Le positionnement des corps suggère un but rituel plutôt qu'une élimination hâtive de victimes de meurtre. Mais quel rituel? Et dans quel but? Delmas, contacté par les journalistes suite à la découverte, offrit une théorie qui fut largement rejetée comme fantaisiste. Il suggéra que Lucien Rousseau avait découvert quelque chose dans les grottes sous leur propriété, quelque chose d'ancien et de malveillant qui avait graduellement pris possession de lui. Dans son état mental détérioré, Lucien avait commencé à influencer sa famille et éventuellement d'autres qui entraient en contact avec eux, les entraînant dans un rituel conçu pour, ici la théorie de Delmas devient vague, ouvrir des passages vers des entités d'ailleurs. Les chercheurs académiques rejetèrent les explications surnaturelles de Delmas, proposant instead des alternatives plus conventionnelles. Une famille poussée à la folie meurtrière par l'isolement, un culte religieux pratiquant des rituels extrêmes, même une épidémie localisée d'ergotisme de grains contaminés, connue pour causer hallucinations et psychoses. Ce qui ne peut être expliqué par des moyens conventionnels, cependant, c'est l'effort systématique pour effacer toute preuve de la famille Rousseau des registres publics. L'arrêté extraordinaire du préfet Moncler témoigne d'un niveau de réponse institutionnelle qui dépasse de loin la réaction typique même aux crimes les plus odieux de l'époque. Une théorie plus prosaïque mais tout aussi troublante émergea du travail de l'historienne médicale Dr Isabelle Durand, qui en 1970 publia une étude des pratiques médicales du XIXe siècle en France rurale.
Dans un chapitre consacré aux traitements expérimentaux, elle discuta des cas de médecins qui, isolés de la surveillance et poussés par un zèle scientifique mal dirigé, menèrent des expériences non éthiques sur des patients. La campagne fournissait un environnement idéal pour ceux dont les intérêts médicaux dépassaient les limites de l'éthique conventionnelle. La distance des autorités médicales, couplée aux besoins désespérés de soins médicaux, quels qu'ils soient, parmi les communautés isolées, créait des conditions où les pratiques expérimentales pouvaient prospérer sans contrôle, écrivit Durand. Elle cita plusieurs cas documentés de médecins qui pratiquèrent des chirurgies non autorisées, testèrent des médicaments non prouvés ou s'engagèrent dans des recherches anatomiques douteuses. Bien qu'elle ne fît aucune référence directe au cas Rousseau, en fait elle pourrait en avoir été entièrement ignorante, son travail suggère un cadre possible pour comprendre les activités de Lucien Rousseau. Lucien pourrait-il, peut-être formé en médecine ou en sciences, avoir mené quelque forme de recherche illicite dans l'environnement isolé de l'Auvergne? Les instruments chirurgicaux trouvés dans le système de Grotte, les références aux transformations et changements dans son journal, les preuves de traitement post-mortem systématique de restes humains, tout pointe vers un modèle d'expérimentation méthodique plutôt que violence aléatoire ou influence surnaturelle. Cette théorie gagna un soutien inattendu en 1973 quand un archiviste de l'Université de médecine de Paris découvrit un dossier étudiant de 1836-1840 pour un certain Lucien Rousseau de Besançon. Selon ce dossier, Rousseau était un étudiant exemplaire qui montra un intérêt particulier pour l'anatomie comparée et le domaine émergent de la biologie évolutionnaire. Sa thèse de doctorat intitulée « Sur l'adaptation physiologique et la malléabilité de la forme humaine » arguait de la possibilité d'induire des changements anatomiques contrôlés par des interventions environnementales et chimiques. La thèse elle-même a été perdue, mais une évaluation de faculté survit dans laquelle le conseiller de Rousseau, le professeur Guillaume Chevreul, exprima des inquiétudes sur la nature extrême des propositions théoriques de son étudiant et des indications troublantes que M. Rousseau pourrait s'être engagé dans un travail expérimental non sanctionné. Malgré ces inquiétudes, Rousseau reçut son diplôme médical et semble avoir établi une pratique à Besançon avant de déménager en Auvergne avec la famille de son cousin. Si Lucien Rousseau menait effectivement quelque forme d'expérimentation médicale radicale dans l'environnement isolé de l'Auvergne, cela pourrait expliquer plusieurs aspects du mystère. Le choix de la famille d'un lieu si reculé, les excavations sous la propriété, la détresse croissante de Claude alors qu'il était témoin des activités de son cousin et les mesures extrêmes prises par les autorités pour effacer toute preuve après avoir découvert la vraie nature de ce qui s'était produit. Mais même cette théorie ne parvient pas à rendre compte de certains éléments de l'histoire, particulièrement les références aux anciens qui habitaient ces montagnes, dans le journal de Lucien et le cylindre de pierre, avec ses marques non identifiées, trouvées au centre de la fosse commune. En 1974, la pièce finale du puzzle Rousseau émergea. Pendant la rénovation d'un vieil hôtel particulier à Clermont-Ferrand, qui était converti en musée, les ouvriers découvrirent une cache d'effets personnels, cachée dans un compartiment scellé sous les planchers de la chambre 12. Parmi ces objets se trouvait un porte-document en cuir contenant ce qui semblait être des documents officiels, portant le sceau du Puy de Dôme. Les documents incluaient une copie complète de l'arrêté du préfet Moncler concernant la propriété Rousseau, le rapport complet du brigadier-chef Delacroix sur les découvertes de l'expédition de recherche et, plus significativement, un compte personnel écrit par le préfet Moncler lui-même, apparemment destiné comme explication de ses actions. Ce qui fut trouvé sous la demeure Rousseau défie l'explication rationnelle, écrivit Moncler. Le tunnel découvert dans la cave s'étendait bien plus profondément qu'aucune formation naturelle ne devrait le permettre. L'expédition de recherche rapporta avoir descendu pendant ce qui sembla des heures, bien qu'en temps mesuré, ce ne fut peut-être que 45 minutes. Et ils découvrirent des chambres que le brigadier-chef Delacroix décrivit comme architecturalement impossibles, des pièces qui semblaient changer et se modifier alors qu'elles étaient observées, des passages qui menaient en cercle malgré le maintien d'une direction constante. Moncler continua. Dans la chambre la plus profonde, ils découvrirent ce qui semblait être un autel de quelque sorte. Sur lui reposait un livre relié dans un matériau qu'aucun homme présent ne put identifier. Delacroix rapporta que quand le gendarme Blanchard tenta d'ouvrir le livre, la chambre se remplit d'un son comme des milliers de voix chuchotant à l'unisson.
Blanchard commença à convulser. Le roi, tentant de l'assister, fut pareillement affecté. Les hommes restant s'enfuirent, transportant à demi Delacroix qui était tombé dans un état de catatonie dont il n'émergea pas pendant 4 jours. Quand Delacroix retrouva ses facultés, il ordonna que le tunnel soit scellé immédiatement. Il me consulta alors, et j'émis mon arrêté sans précédent d'effacer tous les registres de l'incident. Je ne sais pas quel mal ancien les Rousseau déterrèrent sous leur demeure, conclut Montclerc. Je sais seulement qu'il dépasse la compréhension humaine et que la connaissance de son existence ne peut qu'apporter du mal. J'ai ordonné la destruction de tous les registres, non pour cacher la vérité, mais pour protéger l'humanité d'elle. Que Dieu me pardonne si j'ai tort. Ces documents, comme tant d'autres connectés au cas Rousseau, disparurent peu après leur découverte. L'entrepreneur en rénovation qui les trouva rapporta que des hommes s'identifiant comme historiens gouvernementaux prirent possession des papiers, fournissant un reçu qui s'avéra plus tard frauduleux. Aucune trace de ces documents n'a jamais été trouvée dans quelque archive gouvernementale que ce soit. Que devons-nous penser du compte-rendu du préfet Montclerc? La référence à des chambres architecturalement impossibles et un livre relié dans un matériau non identifiable met la crédulité à rude épreuve. Peut-être Montclerc, comme les Rousseau eux-mêmes, était-il tombé victime de quelque forme d'hallucination de masse ou de psychose partagée? Ou peut-être embellit-il délibérément son compte-rendu pour justifier les mesures extrêmes qu'il avait prises? Pourtant, un détail du récit de Montclerc trouve un écho inattendu dans une source apparemment non reliée. En 1937, le folkloriste Marcel Granette publia « Magie et folklore d'Auvergne », une collection de superstitions et croyances populaires de la région. Parmi les contes qu'il enregistra, se trouvait celui raconté par une femme âgée du Cantal, qui prétendait que son grand-père avait fait partie d'un groupe de chasseurs dans les années 1850, qui découvrit une porte vers les enfers dans une vallée reculée. Selon la femme, dont le nom Granette n'enregistra que comme Madame R, son grand-père décrivit être entré dans une grotte qui descendait et descendait bien plus profondément qu'aucune grotte ne devrait aller. À l'intérieur, ils trouvèrent des pièces qui changeaient de forme quand on ne les regardait pas directement et entendirent des milliers de voix chuchotant toutes ensemble. Granette rejeta ce compte-rendu comme un exemple coloré de fantasme rural, peut-être influencé par la littérature d'aventure populaire du XIXe siècle. Il ne pouvait pas savoir de sa frappante similarité avec la description supprimée du préfet Montclerc de ce qui fut trouvé sous la propriété Rousseau. Les deux comptes rendus pourraient-ils décrire le même phénomène? Et si oui, quelle était la nature de ce phénomène? Une formation géologique naturelle, mal interprétée par des esprits superstitieux, un canular élaboré, perpétré par les Rousseau pour des raisons inconnues, ou quelque chose de genuinement anormal qui défiait la compréhension conventionnelle? La réponse pourrait résider dans l'histoire géologique de l'Auvergne elle-même. La région est connue pour ses vastes systèmes de grottes, formés sur des millions d'années par l'action volcanique et l'érosion hydrique. Certaines de ces grottes s'étendent sur des centaines de mètres sous la surface et contiennent des chambres d'une taille à couper le souffle. L'acoustique dans de tels espaces peut produire des effets étranges, avec des sons réfléchis et déformés de manière qui pourrait me sembler surnaturelle à ceux peu familiers avec le phénomène. De plus, certaines formations volcaniques contiennent des niveaux élevés de gaz naturels, incluant le dioxyde de carbone et, dans certains cas, le sulfure d'hydrogène. Dans des espaces confinés, ces gaz peuvent s'accumuler à des niveaux qui causent confusion, hallucination et même inconscience ou mort. Est-il possible que la propriété Rousseau se trouvait au-dessus d'une telle formation et que Lucien, peut-être poussé par la curiosité scientifique, avait délibérément canalisé ces gaz dans leur demeure comme partie de ses expériences? Cette théorie expliquerait plusieurs éléments du mystère: les changements comportementaux des membres de la famille, les références aux voix et transformations, même la réaction extrême des autorités qui auraient pu reconnaître le danger de santé publique posé par la libération de gaz toxiques. Pourtant, elle ne parvient pas à rendre compte d'autres aspects du cas. Les corps disposés dans la fosse commune, le cylindre de pierre avec ses marques inconnues, le traitement post-mortem systématique de restes humains. Ceci pointe vers une activité humaine délibérée, plutôt que des phénomènes naturels ou empoisonnements accidentels. Peut-être la vérité réside-t-elle dans une combinaison de ces théories. Lucien Rousseau, un médecin formé avec des idées non orthodoxes,
découvre une formation géologique inhabituelle sous la propriété, peut-être une source naturelle de gaz altérant l'esprit. Il commence à expérimenter avec ces gaz, possiblement sur lui-même et plus tard sur les membres de sa famille. Sous leur influence, il développe un système de croyances délirant impliquant des anciens et des transformations. Ce délire se manifeste dans un comportement ritualiste, incluant la modification chirurgicale de restes humains. Quand les autorités découvrent l'étendue complète de ces activités, elles reconnaissent à la fois le danger de santé publique et le potentiel de panique de masse, menant aux mesures extraordinaires pour effacer toute preuve. Cette explication, bien que plausible, demeure spéculative. L'effacement systématique des registres a été trop efficace, le passage du temps trop grand pour toute conclusion définitive, et peut-être est-ce l'aspect le plus troublant du mystère Rousseau, non pas ce que nous savons, mais ce qui reste délibérément caché. Les longueurs extraordinaires auxquelles les officiels sont allés pour effacer toute preuve suggèrent une terreur au-delà de la simple violence humaine. Elles témoignent d'une peur si profonde que ceux qui la rencontrèrent crurent que la seule réponse sûre était d'enterrer non seulement les preuves physiques, mais la mémoire même de son existence. Dans les décennies depuis ces événements, le terrain où se dressait autrefois la propriété Rousseau est resté non développé. Les résidents locaux évitent la zone sans savoir exactement pourquoi. Les randonneurs rapportent occasionnellement des expériences inhabituelles, désorientation, temps perdu, la sensation d'être observé. Les gardes forestiers découragent l'exploration des vallées les plus reculées, citant un sol instable et des gouffres dangereux. En 1973, un étudiant en géologie de l'université de Clermont-Ferrand tenta de mener une enquête sur les systèmes de grottes dans la zone. Après 3 jours sur le terrain, il retourna à son camp de base dans un état d'agitation extrême, emballa son équipement et partit sans explication. Il se retira de l'université la semaine suivante. Les tentatives de le contacter pour cette recherche furent infructueuses. Voilà, notre histoire se termine sur cette note inquiétante, mes amis. Le mystère de la famille Rousseau continue de hanter les montagnes d'Auvergne. Un rappel que certains secrets résistent à tous nos efforts pour les comprendre. Peut-être est-ce mieux ainsi. Peut-être certaines vérités sont-elles trop terribles pour être entièrement révélées. J'espère que cette plongée dans l'un des mystères les plus troublants de France vous a captivé autant qu'elle m'a fasciné en préparant cette vidéo. Si vous avez apprécié ce voyage dans l'inexpliqué, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne et à partager vos propres expériences mystérieuses dans les commentaires. Avez-vous vécu quelque chose d'inexplicable? Quelles leçons tirez-vous de cette histoire? Votre communauté ici aime entendre vos témoignages personnels. Et surtout, dites-nous ce que vous avez appris aujourd'hui. Parfois, les mystères nous enseignent plus sur nous-mêmes que sur ce qui s'est réellement passé. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration des ombres de notre histoire. Et jusqu'à la prochaine aventure dans l'inexpliqué, prenez soin de vous.